Mesdames et messieurs, nous voici à ce nouveau numéro. Nous recevons l'honorable Dieudonné Bakungu, élu plusieurs fois député dans le Nord Kivu, et aussi il a été à l'exécutif provincial. Un député qui représente pour la République démocratique du Congo une valeur, une figure de proue sur la scène politique congolaise. Avec lui, nous allons nous entretenir sur la situation identitaire de l'Est du pays. Là où il y a la guerre, là où il y a les rébellions qui se créent à tout moment. Ma présentation, moi je réponds au nom de Bakungu Mitondeke, Ouéhabwa Dieudonné Jacques. Je suis originaire du Nord Kivu, territoire de Massissi. Je suis fils d'une famille de chefs coutumiers. J'ai été plusieurs fois député national dans les transitions comme à ce qui concerne les élections. Donc après ça, j'ai été vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. J'ai pas pour dire que voilà, peut-être je connais plus que les autres, mais je maîtrise bien la question de chez nous parce que c'est une question que beaucoup ne comprennent pas, que c'est ce qui est à la base même de tout ce que nous vivons, que ce soit au Nord Kivu, à l'est de notre pays. Quand vous voyez les Mbororo, j'avais un collègue qui s'appelait Idambitou, qui parlait toujours de cette question-là. Je pense que nous devons vraiment revenir au beau sentiment, que les Congolais vraiment soient tous appelés à bien travailler, à appeler, à accompagner notre gouvernement pour que le gouvernement n'y aille pas comme des aveugles. Il suffit qu'on crie quelque part et il dit « Ah voilà, on a encore fait ceci », mais ils doivent connaître, comme nous connaissons l'affaire, le problème, ils doivent vraiment les connaître. C'est pourquoi on parle de géopolitique, on parle de géostratégie, on parle de technique. À l'école, il faut vraiment être à l'école de temps en temps, parce que là, on apprend beaucoup de choses. Quand vous ne connaissez pas la géopolitique, c'est difficile même de gérer quoi que ce soit. Je viens de le rappeler, vous êtes un ancien député national. Aujourd'hui, après un bon nombre d'années, vous avez accepté bien de vous exprimer. Quel est d'abord le mot introductif que vous voulez lancer à tous ceux qui vous suivent, à tous nos téléspectateurs? D'abord, je vais rappeler une date. C'est le 2 février 2012. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, donc exactement hier, c'était le mauvais anniversaire de cette date-là. Parce que le 2 2012, j'avais connu une situation terrible. J'avais été attaqué par notre propre armée. Non seulement, là je comprends, parce que l'armée était encore bien piégée comme aujourd'hui. Le CNDP faisait partie de cette armée-là et c'est cette branche-là qui était venue attaquer ma résidence. Donc, j'ai rappelé la date qui a été pour moi un peu... D'ailleurs, c'est ce qui explique que je suis un ancien député, pas actuellement, parce que tout le temps, 2011, je n'étais pas dans le pays. Lorsque ces élections... en 2011, j'étais candidat. En 2014, j'ai fui mon propre pays pour aller à l'étranger. Et là, c'était suite à beaucoup de menaces. Lorsque, comme on dit toujours, que la solution vient toujours, avec l'avènement de l'actuel président, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait au moins 2 déplacements, là où je me trouvais, là où je me cachais là. Et c'est lui qui avait demandé à ce qu'on retourne dans le pays. Et je suis rentré, c'était en 2020. Et lorsque je suis rentré, j'ai participé même aux consultations que le président de la République avait initiées pour créer l'Union sacrée. J'étais présent parmi les délégués. Et bon, on a contribué comme on pouvait. On a dit les choses, d'ailleurs, beaucoup de choses qui se passe aujourd'hui, cette guerre qui nous accable aujourd'hui,
Nous avions déjà parlé de cela à cette époque-là. Mais comme on dit, on peut avoir des idées, on peut dire les choses, mais si on n'en tient pas compte, souvent, ça devient peut-être néfaste par après. Mais nous, on a toujours été à la page, on disait toujours les choses qui pouvaient même arriver, on disait c'est très dangereux, mais souvent, les régimes qui passaient n'étaient pas avec nous. C'est ça la cause de votre disparition dans la scène politique. C'est ce que j'ai dit, que depuis 2014, j'avais fui avec toute ma famille parce que j'étais menacé. Et pourtant, je venais de coper 12 mois de prison injuste pour haine tribale, on ne sait pas contre qui, alors que j'étais attaqué la nuit dans ma maison, je n'avais personne en face de moi, on a entouré ma maison et on a commencé à tirer sur nous. Comment vous avez pu vous échapper à tous ces tirs-là la nuit? Vous savez que je suis chrétien. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà comment Dieu nous a sauvés de cette situation. Et je rends grâce à mon Dieu. Je suis encore vivant, c'est parce que Dieu reste Dieu. Les murs s'étaient écroulés par des balles, mais vous, les personnes, vous êtes sortis saintes et sautes. Oui, moi je pense que les images, je ne sais pas si vous pouvez les avoir, mais moi je les garde même dans mon ordinateur, comment la maison était criblée de balles, comment tout ce que j'avais emporté par les militaires. Et on a même ouvert un petit marché pour vendre ce qui venait de rafler chez moi. Et là, c'était avec la complicité même de l'autorité de l'époque. Je ne parle pas de l'actuel président de la République. Depuis ces événements, est-ce que vous avez eu le temps de descendre encore dans votre base? Oui, je suis allé pour un petit moment. Sous Félix toujours? Oui, sous Félix, pour vous dire que si ce n'était pas ce régime ici, je ne serais même pas présent dans mon pays ici. Je suis allé, c'était par invitation. J'avais été invité par une organisation et la province parce que on voyait déjà que les choses ne marchaient pas. On a dit non, appelez les doyens, les personnalités de Massissi. Et j'ai été appelé comme ça. Nous avions participé aux travaux. J'ai même les notes ici. Ce que j'avais dit et ce que j'avais demandé même à l'assistance. J'ai dit non. Quand même, celui qui veut être Congolais ne peut pas tuer les autres Congolais pour devenir Congolais. Et si nous sommes ici, nous savons très bien que les Banyarwanda avaient été accueillis par les autochtones. On ne les a jamais chassés, même pas une guerre. Mais qui commençait avec la guerre Kanyarwanda, avec des troubles à Karouba, il y a le RCD, CNDP, MV3. Il n'y a jamais été question que ce sont les autochtones qui se battaient contre ce genre. Aujourd'hui encore, le MV3 se bat contre qui? Contre le gouvernement congolais. Alors, on va y arriver là-bas. Honorable, je voudrais savoir, parce que vous êtes natif du Nord Kivu, et comme je l'ai dit à l'introduction, vous avez été élu plusieurs fois député et jusqu'à devenir gouverneur au niveau de l'exécutif provincial. Mais dernièrement, l'un de votre collègues, un ancien député comme vous, Roger Lumbala, avait précisé, avait affirmé que tous les Tutsis ne sont pas rwandais. Il y a des Tutsis congolais. Il est allé même plus loin pour dire que les noms, par exemple, Nirangongo, les noms, par exemple, Ruchuru, les noms, par exemple, Nyamurugira, ce sont des noms d'origine rwandaise. Acceptez-vous cette affirmation de votre ancien collègue? C'est là où, souvent, quand on dit qu'on connaît, il faut vraiment avoir beaucoup de réserves sur ce qu'on avance. Mon collègue Roger Lumbala, je le connais. On a été avec lui dans la législature 2006-2011. Mais ce qu'ils affirment souvent,
vous voyez que c'est comme si parmi nous, il y a des pions, des gens qui aident le Rwanda à nous faire du mal. Imaginez-vous, le Rwanda réclame toujours que voilà, il y a un territoire du Congo qui était resté, du Rwanda qui était resté dans la partie du Congo. Et vous affirmez, et même la montagne Nyiragongo a connotation Kinyarwanda, donc c'est normal qu'on le dise. Maintenant, moi je vais y aller d'une méthodologie un peu pédagogique. Démontre, non? Je ne veux pas donner mes arguments, puisque je les ai. Et je peux même les donner sans même regarder un petit papier. Mais je voudrais que la télévision ici découvre d'elle-même. Tous les Congolais comprennent d'eux-mêmes ce que je suis en train de dire. J'ai deux documents très importants. Tout le monde peut les avoir parce que ce sont des archives du Congo belge et du Rwanda-Urundi d'ailleurs. Les documents ici est un document datant de 1911, intitulé Moniteur belge. Comme aujourd'hui, on peut dire le journal officiel de la République démocratique du Congo. Ici, j'ai un document, la convention. D'ailleurs, il y en avait deux. Des conventions sur le tracé de la frontière entre le Congo belge et le Rwanda-Urundi. D'autre part, entre le Congo belge et l'Ouganda. Ce document ici, la convention, date de 1910. Je n'étais pas encore né. Mon papa, oui. Mon père, oui. Alors, je vais tout simplement demander à ce que on nous lise tout simplement la page ici. La page ici. Là où j'ai souligné, c'est Ninaongo. Le nom qui est dans la convention de 1910. Ninaongo. C'est en quelle langue? Ninaongo, c'est en Kihoundé, ma langue maternelle. Ninaongo, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le propriétaire, donc le souverain de l'univers. C'est comme ça qu'on appelle. C'est pourquoi lorsque nous prions, on prie même en disant « Oh, l'éternel de l'univers, Ongo, Shemana ». Donc le Houndé prie Dieu et ils le reconnaissent comme Ongo. Maintenant, mon collègue va affirmer que le nom là que porte aujourd'hui notre volcan, Nyiragongo, voilà, est en consonance Kinyarwanda. Je suis d'accord avec lui. Mais ce n'est pas le nom de ça. C'est comme si quelqu'un vient. Quel est ton nom de famille, monsieur le journaliste? Ah, j'ai dit Nonokoé. Tu seras content quand je déforme ton nom comme ça? Voilà. Ah, on a massacré le nom de ce volcan-là. Et tout le monde peut le découvrir dans ce document. Maintenant, comme je montrais, et la convention, et les moniteurs belges, ici, c'est pour exactement confirmer que le nom que portait ce volcan-là s'appelait Ninaongo. Ok. Maintenant que nous sommes tous d'accord que le nom Ninaongo est un nom de Houndé. Et quand vous voyez très bien, toutes les archives du Congo démontrent très bien quand est-ce que les Banyarwanda sont entrés dans notre pays. Ils sont entrés dans notre pays et les documents existent bel et bien. Le titre, c'est la transplantation des Banyarwanda. Maintenant, je vais expliquer quelque chose là et je voudrais que tous les Congolais me suivent. En 1910, le tracé de la frontière entre le Congo belge, le Rwanda-Urundi et même l'Ouganda
est fixée. Donc, on a fixé cette frontière, c'est en 1910. Et les critères qui ont été, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, il existait déjà 2 territoires de conflit entre notre pays, comme aujourd'hui, le Rwanda-Urundi et l'Ouganda ont toujours eu des problèmes avec nous, même à l'époque de Belges. Alors, lorsque ces 2 territoires, au nord, il y avait un territoire qu'on nommait zone neutre. Ça, c'était entre le Congo belge et l'Ouganda. Au sud, il y avait un autre territoire, celui-là était appelé le territoire contesté, entre le Congo belge et le Rwanda-Urundi. Donc nous avons des territoires de conflit. Il fallait résoudre ce problème-là. C'est ainsi que les plénipotentiaires, c'est-à-dire la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, vont se retrouver à Bruxelles, ça, en Belgique, sous la direction du Premier ministre belge. Alors, à ce moment-là, ils vont se mettre d'accord pour qu'ils tracent cette frontière sans problème, sans conflit. Et on va retenir 3 critères pour se départager. Le premier critère, c'était le respect des unités politiques indigènes. Là, je vais expliquer et je vais démontrer comment, avec ce critère-là, il fallait coûte que coûte respecter les entités qui étaient là. Et là, c'était par exigence du Rwanda, parce que le Rwanda ne voulait pas que parmi sa population, son territoire soit à l'extérieur de son royaume. Alors, lorsque le deuxième critère arrive, c'est le critère de le respect des espaces ethnographiques. Par cet aspect-là, vous comprenez qu'on peut avoir un territoire ici, on peut avoir une agglomération ici, mais le lieu où on va puiser l'eau se trouve à une distance. Ou là où les gens vont enterrer leurs morts se trouve à une distance. À ce moment-là, tous ces espaces-là sont des espaces qui sont compris comme un espace appartenant à cette communauté-là. Et c'est comme ça qu'on avait dit, il faut respecter aussi cela, ou même là où les gens vont paître leurs troupeaux. Oui. Tout ça, c'était inclus dans ce respect-là. Et puis le troisième critère, c'était le respect des accidents géographiques. Voilà pourquoi Ruzizi, la rivière Ruzizi, sera une frontière directement, comme on dit, naturelle. Frontière naturelle. Donc les uns sont à gauche, les autres sont à droite. Lorsque vous montez avec la Ruzizi, la rivière Ruzizi, vous arrivez sur le lac Kivu. Ça a été pareil. Il y a des îles qu'on a laissées au Congo et des îles qui sont parties au Rwanda. Ijui était resté chez nous. La frontière montait jusqu'au nord du lac Kivu. Et on va trouver le point nord du lac Kivu derrière l'hôtel Eussi. Celui qui a déjà été à Goma peut se retrouver. Eussi est là. À quelques mètres, il y a la borne qui sépare le Rwanda et le Congo. À partir de ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'autres, disons, une rivière ou bien un lac qui pouvait être d'un côté et de l'autre pour départager les gens, là, il y avait maintenant le deuxième critère qu'on a pris en compte. Le respect des unités politiques indigènes. Puisque le Rwanda, c'était le royaume du Rwanda, il y avait les indigènes du Rwanda, alors il fallait respecter ça. Mais comme le point au nord, qui partait du premier critère, le critère des accidents géographiques, arrivait à un point où on ne pouvait plus reculer. Gisenyi, c'est que vous connaissez vous tous, ça s'appelait en Kiwunde Kishenyi, là où il y avait du sable, là où les gens savaient qu'à cet endroit, les enfants peuvent jouer là. À l'époque, Gisenyi appartenait à la République démocratique du Congo. Justement, et même le poste de Gisenyi
appartenait à la Belgique, donc au Congo. Le poste de Tchangougou vers le sud Kivu appartenait au Congo. Mais suite aux critères là des accidents géographiques, pour avoir pris la rivière Ruzizi comme étant la frontière naturelle qui sépare les deux pays, Tchangougou est resté de l'autre côté au Rwanda. Gisenyi est resté de même de l'autre côté au Rwanda. Maintenant, à partir de ce point nord, derrière Iwusi, la solution c'était quoi? De tracer maintenant une ligne vers le nord pour séparer les deux pays. Gisenyi, là où il y avait des Houndé, il y avait tout ça, était resté au Rwanda. Et c'est comme ça que, lorsqu'on est arrivé à un endroit, on va constater qu'il y avait quelques agglomérations qui se trouvaient de l'autre côté. Donc à l'ouest de la route, les Belges venaient de tracer une route entre Goma et Rutshuru, et les Belges ne voulaient pas perdre cette route-là. Et c'est comme ça que la Belgique avait évoqué le problème de Gisenyi, de Tchangougou, pour dire, mais quand même, nous avions laissé tout un territoire qui n'appartenait pas à l'entité royaume du Rwanda, mais nous avions, à partir de ces critères, nous avions accepté que ça reste. Alors, nous, vous aussi, vous allez souffrir de nous laisser notre route ici, pour que la route ne soit pas dérangée par la frontière. C'est comme ça que une disposition de la convention ici, la convention que je vous ai montrée, la convention de 1910, cette convention stipule que dans un rayon de 10 km, les habitants qui se trouvaient dans le royaume du Rwanda auront la faculté de se transporter avec leurs meubles, troupeaux et biens sur le territoire du Rwanda. Donc, même s'il y avait des gens là-bas qui étaient, et là, on dit au nord de Goma, c'est vers Kibumba, là où il y a toujours le problème, les Rwandais s'infiltrent par là, ils entrent par là et ils entrent dans notre pays. C'est là où il y avait un petit problème, là où on avait trouvé des agglomérations qui appartenaient au royaume du Rwanda, là où il y avait des sujets rwandais là-bas. Maintenant, les 6 mois passés, ces gens-là n'ont pas voulu partir. Donc, ils se sont mélangés avec les autres. C'est pourquoi vous allez voir le territoire de Nyiragongo. Ces gens-là se nomment des Bakumu. Ils ne sont. Et pourtant, il y a des Houndé là-bas, il y a de Hutu là-bas, et il y a des Tutsis là-bas. Maintenant, ces gens-là, à cause de ce mélange-là, et si vous allez à Goma, ils vous diraient que nous sommes des Bakumu. Or, les Bakumu, c'est vraiment une autre tribu qui s'est créée à cause de ce mélange-là. Les Bakumu, ils ne sont ni Hutu, ni Tutsi, ni Houndé d'ailleurs. Et pourtant, les chefs coutumiers des Bakumu là, c'était Houndé. Et il porte mon nom. Vous l'avez chassé, c'est comme ça qu'il est allé créer son royaume. Ah non, il n'est pas chassé parce qu'il est toujours là. Bakungu. Vous l'avez chassé dans votre clan des Baoundé. Non, il est toujours là. Et même dans les réunions de la communauté, les Bakumu viennent chez nous, on se rencontre. Dites-nous un peu, Ouais. quand vous parlez de la transplantation de Banyamuranda Des Banyarwanda, oui. au Congo, Ouais. les documents qui était à la base, qui avait fait cette transplantation? Les documents sont là. Sont des Belges ou des Congolais? Voilà. Vous voyez, c'est que la démarche que je menais, c'était pour qu'on arrive maintenant au fait comment les sujets rwandais se sont retrouvés sur notre territoire. Exact. Ah, vous voyez que c'est très sérieux. Oui. Maintenant, lorsque cette frontière passe, elle trouve le mot Hehu. On parle de mot Hehu. C'est là où il y a la frontière, le point culminant entre les 3 frontières, Congo belge, le Rwanda-Urundi et l'Ouganda. Maintenant, les conventions, la convention ici. Dans cette convention,
C'est pourquoi souvent on dit, si vous voulez cacher un trésor, mettez ça dans un livre et les Congolais ne verra jamais ça. Parce qu'on ne veut pas lire. Dans cette convention ici, il est bien dit que lorsqu'on est arrivé à ce point-là, les exigences du Rwanda n'étaient plus les mêmes. Lorsqu'on laisse maintenant la partie du Rwanda, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une ligne droite, verticale, parallèle à la ligne qui se trouvait sur la carte de l'État indépendant du Congo. État indépendant du Congo. Et cette ligne-là, c'était au niveau de 3 degrés, hein, méridien. Ça prenait une grande partie du Rwanda jusqu'à Ruhengeri. Tout ça, ça appartenait à l'État indépendant du Congo. Donc, si on parle de l'État indépendant du Congo, effectivement, il y avait des Rwandais qui se trouvaient au Congo, en tant qu'État indépendant du Congo. Mais en 1910, les choses ont changé. Et Van de Hood, qui était le chef des archives du Congo belge et du Rwanda-Urundi, lorsqu'il cite les tribus qu'on a trouvées dans l'ancien Kivu, nulle part on parle de Hutu, de Tutsi ou de Twa. On parle uniquement des autres communautés, les tribus qui se trouvent sur la carte des principales ethnies de la République démocratique du Congo. Donc, vous avez compris que mon collègue Roger Lumbala, en affirmant que lui, il est parti de la connotation, sans entrer en profondeur, il va nous balancer du n'importe quoi. Lorsque les Belges venaient et voulaient donner de noms, soit aux rivières, aux montagnes, on posait toujours les questions à la population. Voilà. C'est comme ça que, par exemple, pour les Nandais, lorsque le Belge voulait montrer, il désignait la rivière, il dit, mais cette rivière, comment ça s'appelle? Le langage, on ne comprenait pas. Les autres, disons la population là-bas, avaient dit, ces gens veulent venir nous prendre nos poissons. Alors, ils vont répondre comme moi. Si Moulik, il n'y a rien dans cette rivière. C'était pour cacher que ces gens-là ne viennent pas prendre leur poissons. Ils disent, c'est Moulik. Et le Belge a écrit quoi? C'est Moulik. Aujourd'hui, allez voir, vous allez trouver le nom de cette rivière, c'est Semoulik. Alors que c'était une réponse de la population pour dire, il n'y a rien dans cette rivière, pour que vous ne veniez pas vous disputer avec nous, pour prendre nos poissons. Et les choses s'étaient passées comme ça. Allez maintenant dans la partie de Massis. Pendant cette guerre, Guy Ségari, donc tout ce qu'on dit, c'est une malformation de nos de Baoundé. Il y a des endroits, par exemple, Kibachiro, dans le Massis, c'est un endroit où on allait fabriquer les pirogues, donc les histoires de pirogues, et là où on allait fabriquer la bière de Kasiksi. Et cet endroit-là s'appelait Kibachiro, mais aujourd'hui on dit Kibarizo. Il n'y a pas longtemps, il y a un docteur là qui disait, voilà, à l'époque, quand la reine de Baoundé venait, il appelle cette reine de Baoundé Nyira Maurice. Alors que son nom, ce n'est pas Nyira Maurice. Son nom, c'est Namoulissi. Même chose avec le problème de notre volcan là-bas. Ninaongo, eux, ils disaient Nyiragongo. Comment ça? C'est quelle explication en Kinyarwanda? Nom et prénom. Liste de personnes étrangères, Hutu et Tutsi, arrivées dans la collectivité locale de Bukumu avant l'indépendance. Voilà. Il met les noms. Il met, hein, et les dates. 30, tout ça, 50, pam. Je demande vraiment à tous les Congolais de soutenir le président de la République à ce moment très difficile. Nous devrions, nous tous, nous lever comme un seul homme et lui dire au moins ce qu'il doit faire. Parce que sans lui, personnellement, par exemple, ici, qu'est-ce que je peux faire? Un autre Congolais, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a le président de la République qui a au moins
au moins ce pouvoir et les moyens de défendre notre pays. Nous devons l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, notamment, nous remercions vraiment le président de la République pour l'arrivée du pape dans notre pays. Parce que ça nous a donné l'occasion énorme pour que le monde entier nous suive. Et le pape a bien dit que les gens enlèvent leurs mains de la République démocratique du Congo. C'est ici que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Nous avions reçu pour vous l'invité du jour, l'honorable Bakungu Dieudonné, un ancien député. Il a parlé sur la politique du pays et surtout, il a plus mis l'accent sur la situation de l'Est, l'origine du conflit à l'Est du pays. Je rappelle que nous reviendrons pour un nouveau numéro sur les tribus existants dans cette partie du pays.